Bienvenue à tous, on a des choses à vous dire et on vous le prouve chaque jour dans ce studio de Téléson grâce à la qualité des chroniqueurs qui font l'émission et surtout à la qualité et tout le reste des invités que nous recevons chaque jour. C'est parti! Alors évidemment, je suis bien entouré, à commencer par Martine Guégan. Bonsoir. Et qui va nous parler de, en sol mineur. Alors, téléphérique, je ne même pas le dire, téléphérique urbain. Voilà, téléphérique urbain. Téléphérique urbain. Vous revenez du ski et vous avez décidé de... Presque, des télécabines. Oh, ouais, c'est un peu compliqué, mais je vais simplifier les choses. Oui, bien sûr, c'est dans la rubrique Souvenez-vous. Voilà, faut l'expliquer. Souvenez-vous, en 92, le projet Trace, projet de téléphérique urbain d'un cabinet d'architectes à Orsay. Vous allez nous dire ce que c'était et ce que c'est devenu. Lionel Roudot. Pas mal quand même comme idée de reportage. Oui. Moi je vais vous parler de votre mobilier, Patrice. Quel mobilier avez-vous chez vous? Oh, c'est pas du Louis XV ni du Louis XVI, c'est du tout venant, c'est en voie de changement. Bon. Pourquoi? Je vais vous montrer un nouveau mobilier, vous pourrez peut-être acheter bientôt. Je sais pas pourquoi je me méfie avec vous. Ne devriez pas. Quel Toum Bessadoc? Bonsoir. Bonsoir. On va ouvrir une page art expo et on va se diriger vers le musée Paul Delouvrier d'Evry, où le président du musée nous décortique les œuvres et notamment des peintures de l'artiste Ramsa. Un artiste extrêmement complet, qui a beaucoup produit, qui a peut-être pas, en termes de communication, le succès qu'il mérite, parce qu'on devrait voir ça plus souvent, mais c'est quelqu'un... Ramsa, c'est... Il va nous expliquer, en fait, dans le sujet, il va nous dire exactement ce qu'elle fait, et qui elle est, et puis voilà. Et puis moi, je rajouterai juste après, quand est-ce qu'on pourra voir d'autres œuvres de l'artiste Ramsa au musée Paul Delouvrier. Bon, et ça, c'est tout à l'heure. Exactement. Bien, merci. Nous allons passer la parole à Amélie Batéron avec son grand sourire. Salut. Ça va? Ça va. Moi, je suis allée au centre aquatique des Portes de l'Essonne, un complexe qui a ouvert. Et pourquoi vous n'êtes pas en maillot de bain? Parce que c'était il y a 2 semaines, Patrick. Effectivement. Et donc, c'est un complexe qui se trouve à Athis-Mons, si je ne me trompe pas. Je suis venue avec 2 invités, je ne suis pas venue toute seule. Donc, je suis venue avec Johan Coltel, qui est directeur adjoint du complexe. Oui. Et bonjour donc, à tous. Comme adjoint, ça veut dire qu'il n'est pas tout seul. Je suis aussi venue avec Karl Sangleboeuf, 2e directeur adjoint du centre. Donc c'est un centre qui a ouvert, je l'ai dit, en janvier. On pourrait dire que c'est une piscine, mais alors piscine c'est un peu réducteur parce que c'est vraiment un complexe aquatique super sympa. Il y a 4 bassins. Il y a un bassin avec une rivière, il y a des lignes d'eau, il y a un bassin pour les enfants. Enfin, c'est vraiment la manière dont vous en parlez, vous avez une entrée permanente gratuite. Là, je ne suis même pas baignée quand j'y suis allée. J'y suis allée avec Bertrand Tang, un de nos stagiaires, donc il était bien content de m'accompagner. Donc c'est né de la volonté de la communauté d'agglomération des Portes de l'Essonne, je ne me trompe pas. Donc c'est 3 villes. Je vais vous laisser expliquer peut-être. Oui, c'est important de préciser que le centre aquatique des Portes de l'Essonne a vu le jour grâce à la communauté d'agglomération les Portes de l'Essonne qui regroupe les villes d'Athis-Mons, de Juvisy-sur-Orge et de Paris-Vieille-Poste. Donc c'est un centre aquatique qui est né d'une volonté politique, avec les 3 élus principaux de ces 3 villes, Monsieur Jankiewicz, Monsieur Chauffour pour Juvisy-sur-Orge, Monsieur Jankiewicz pour Paris-Vieille-Poste, et Monsieur Garcia qui est également président de la communauté d'agglomération les Portes de l'Essonne, qui est maire d'Athis-Mons. Il n'y a que des hommes. Il y a quelques femmes élues aussi. On ne peut pas citer tout le monde aujourd'hui, mais voilà. Donc c'est un centre aquatique où donc on peut nager évidemment, mais il y a aussi plein d'activités. C'est plein de renseignements. Il y a de l'eau. Il y a plein d'activités où on peut s'inscrire. Alors la primordiale, celle qui marche le mieux visiblement, c'est l'aquagym. Il y a les bébés nageurs, l'aquaphobie, on en a parlé. Et il y a aussi le gros plus, c'est l'espace bien-être. Donc c'est un espace où il y a hammam, sauna, etc. Donc moi j'y suis allée, on peut peut-être regarder le sujet puis on en reparle après. D'accord. Se rendre à la piscine pour faire du sport, rien de plus normal, mais au centre aquatique des Portes de l'Essonne, plaisir et détente sont aussi au programme. Les équipements sont variés, un bassin de 25 mètres avec 8 lignes d'eau, un second bassin pour les activités, un espace ludique pour les plus petits, et sur 200 mètres carrés, un espace balnéoludique avec une rivière à contre-courant, des hydrogés et des banquettes massantes. L'avantage dans ce centre aquatique, c'est qu'on peut trouver toutes les activités possibles et inimaginables.
On prend les enfants à partir de 4 mois en bébé nageur et on les emmène jusqu'à, on va dire, 99 ans, voire même plus, en passant par tout un tas d'activités comme l'aquagym, les femmes enceintes, l'aquaphobie, la natation adulte, la natation pour les ados, une nouvelle activité pour cette année. Voilà. Et donc il y en a vraiment pour tout le monde. La plupart des activités affichent complet, déjà 4500 abonnés, tout programme confondu, 1200 inscrits, rien que pour l'aquagym. L'implantation de la piscine répond à une véritable demande. Je trouve qu'elle est très agréable, l'eau est très chaude, on y rentre très facilement, pour les enfants comme pour les grands. Le courant, ça passe très bien, les enfants aiment beaucoup le courant. Il y a plein de choses aussi pour les adultes, pour se masser le dos, pour se détendre. C'est un endroit très agréable et puis les enfants trouvent plein de plaisir à sauter, à nous éclabousser, la preuve en est. Et puis voilà, donc non, c'était un endroit très sympathique et très agréable. Le gros plus du complexe, c'est l'espace bien-être. 2 saunas, un hammam, un caldarium, une cascade d'eau froide et des douches âgées pour se relaxer et prendre soin de son corps. Le bien-être a eu un tout petit peu de peine à démarrer. Puisqu'il a fallu le faire connaître de par son prix évidemment qui est un peu plus élevé qu'une entrée piscine, mais aujourd'hui on est assez confiant pour le bien-être puisqu'on a eu la démonstration cet été notamment lorsque la météo n'était pas clémente que le bien-être connaissait un regain de fréquentation et on est assez confiant pour l'hiver. Depuis son ouverture en janvier, 117 000 entrées ont été enregistrées avec des pics à 1300 personnes par jour. Ouvert 7 jours sur 7, le complexe propose 2 nocturnes chaque semaine jusqu'à 22 h. Et si vous n'êtes pas du soir, vous pouvez profiter du solarium. Avec sa pelouse et ses transats, ici c'est encore un peu les vacances. Alors si j'ai bien compris, Aqua Boulevard, c'est complètement dépassé là. Bah, écoutez, c'est un concept qui est un petit peu différent. Aqua Boulevard, on est sur la masse, on est sur la taille, on peut recevoir 5000 personnes par jour. Là, on est vraiment sur un complexe, on va dire, de haut standing, accessible à tous. Ce que j'ai relevé dans le reportage, c'est qu'on peut aussi bien jouer à Indiana Jones que se faire masser. Absolument, il y en a pour tout le monde et c'est vraiment le principe du concept et c'est là-dessus qu'ont travaillé nos élus, notamment monsieur Patrice Sac, qui est vice-président de la communauté d'agglomération. On peut recevoir tout type de public, pour le bien-être, la relaxation, pour le ludique, avec le bassin balnéoludique, pour les activités, puisque comme vous l'aviez dit, on a tout un tas d'activités, aussi bien pour les enfants que pour les adultes, que pour les plus vieux. Voilà. Et ensuite, on a un public de nageurs, essentiellement le midi, le soir. Donc on reçoit tout le monde. Il y a un espace pour les nageurs avec palme et ceux sans palme. Exactement, oui, ça c'était une volonté. Ceux avec masque, pas masque, ceux qui savent respirer. Non, masque, sans masque, mais en fait. Non, mais le principe, c'est que tout le monde puisse venir et se sentir bien. Donc on a décidé de mettre en place des lignes à thème pour que chacun s'y retrouve et ne se gêne pas surtout. Voilà. J'ai entendu parler aussi d'aquaphobie, c'est intéressant. Absolument, une activité en pleine extension, en pleine explosion. Et on a beaucoup de personnes qui viennent dans cette activité suite à un traumatisme durant l'enfance ou tout simplement un manque de pratique de la natation. Et avant de passer au cours pour apprendre, eh bien on passe par ce créneau aquaphobie qui, on va dire, dégrossit un petit peu les lacunes, les peurs, avant de pouvoir apprendre. Voilà. Et on parle de l'aquaphobie, mais vous pouvez, on l'a vu un peu dans le reportage, nous refaire un petit panel des activités. Ce qui marche le mieux visiblement, c'est l'aquagym, c'est ça? L'aquagym, c'est 1200 inscrits. Ouais. Voilà. On a, Johan va vous détailler ça, on a 40 cours d'aquagym par semaine, pouvant contenir chacun 30 personnes. Exactement. Et on a voulu, pareil pour l'aquagym, donc faire un travail de qualité en proposant vraiment au public un large choix d'aquagym, dont l'aquabiking. On a vu sur votre reportage les vélos. Et bien ça, c'est un travail extrêmement complet, physique, et efficace. En plus, ce genre de vélo, en général, on le retrouve que dans des clubs de sport, je crois, enfin, type Club Med, des choses comme ça, où l'abonnement est super cher à l'année. Et c'est plutôt rare de voir dans des complexes de ce type-là. Complètement. Nous avons là, demain, 18 vélos, donc 18 postes multifonctions, où on peut travailler donc à 3 personnes maximum dessus. Donc chez nous, on travaille qu'à 2, toujours dans ce but de qualité. Nous sommes le site en France à avoir le plus de matériel au niveau des vélos.
Nous sommes le premier site. Voilà, il faut le savoir, c'est pour l'anecdote. Je tiens à apporter une petite précision qui illustre bien le regain de ce genre de centre, et particulièrement le nôtre. C'est qu'entre le tournage de ce reportage et aujourd'hui, on a pris quasiment 1000 abonnés de plus. On est, à la date d'hier soir, on est à 5450 abonnés Sympa pour les sur le centre aquatique. Alors ce qu'on entend par abonné chez nous, c'est justement, on parle des activités qui ont une grosse importance chez nous. Un abonné, c'est quelqu'un qui a un abonnement trimestriel en activité, quelle qu'elle soit, que ce soit bébé nageur, aquaphobie, jardin d'enfants, natation adulte, ado, etc. Ou quelqu'un qui prend une carte de 10 entrées, ou une carte passe-famille, ou une carte chrono, parce qu'on fait aussi la natation à la carte. Quelqu'un qui vient absolument que pour nager, une demi-heure, eh bien on a les cartes de 10 heures par exemple. C'est-à-dire que ça évite de payer une entrée, une carte de 10 entrées qui est un peu plus chère que la carte chrono, si on y reste qu'une demi-heure. Donc on a un large panel de choix pour la clientèle. Et il y a quelque chose qui va intéresser fortement votre voisin, Lionel Roudot. Je crois que vous êtes débrouillé pour vraiment faire attention à l'eau, dans la mesure où vous avez supprimé une grande partie du chlore qui existe dans tous les autres lieux. Alors, tout à fait. Ça, c'est important de le dire. Nous avons une installation à l'ozone. Donc l'ozone, c'est très complexe. Ça nous permet donc d'avoir un taux de bactéries, on appelle ça les chloramines exactement, au minimum. Et nous avons un taux de chlore au minimum. Donc écologiquement, c'est super. Et pour la peau, pour le bien-être, pour les sinus, pour l'odeur. On n'a pas de sensation d'odeur de chlore. Donc c'est exactement, c'est un confort. Oui. Exactement. Et je voudrais ajouter quelque chose à propos du bassin d'activité dans lequel se déroulent toutes les activités, comme l'aquagym, les bébés nageurs. C'est qu'on a un bassin qui a la particularité d'être modulable. Par exemple, quand on reçoit en scolaire des tout petits ou bien les bébés nageurs, on a la possibilité de baisser le niveau de ce bassin de 70 cm en un petit quart d'heure. On a ce qu'on appelle une bâche tampon, une bâche de récupération d'eau, c'est-à-dire que l'eau descend, elle stagne et elle est réinjectée à l'envie. C'est-à-dire qu'à l'issue d'un bébé nageur, on peut remettre le bassin à 1,30 m pour les cours d'aquagym. Oui, merci. Je peux juste poser une dernière question. En fait, non, une dernière question, moi. À une telle structure, ça répondait quand même à une demande. Il n'y a rien autour, à l'image de cette structure sur le département de l'Essonne? Non. Une structure comme celle-ci, on va dire qu'elle est unique. Elle est unique dans sa construction, dans sa qualité de conception. Elle est novatrice parce que justement, par rapport à toutes ces activités dont on vous parlait tout à l'heure, non, je dirais qu'on est, n'ayons pas peur de le dire, nous sommes uniques. Voilà. Alors justement, pour illustrer ça, on a ouvert nos portes le 23 janvier de cette année. Et on a reçu à ce jour 125 800 personnes, ce qui fait une moyenne journalière de 558 personnes par jour. En guise de conclusion, petit côté sécurité quand même? Bien sûr, bien sûr. Alors nous avons une équipe de 14 maîtres nageurs qui est là en permanence pour assurer la sécurité du public, aussi bien les activités que la sécurité. Donc c'est vraiment dans un établissement aquatique notre souci premier. C'est la sécurité, ça c'est clair. Ah ben il fallait le dire. Vous avez testé, Patrice? Mais évidemment, mais quand j'avais perdu mes bourrelets. Et je peux même vous rajouter que nous avons eu la chance, nous, de voir votre chroniqueuse en maillot de bain. Voilà. Non. Merci, messieurs. Vous avez la chance de voir Patrice. Avec plaisir, avec plaisir. Merci et bravo pour cette réalisation dont on reparlera évidemment. Je vous propose à présent de jeter un coup d'œil sur les grandes lignes du JT. Un ministre tout d'abord dans le département que la fonction de chef du gouvernement ne séduit pas pour l'instant, c'est Christine Lagarde elle-même qui le dit, mais c'est en tant que ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi qu'elle s'est rendue sur le site de recherche et de développement d'Alcatel-Lucent, site qui bénéficie d'un crédit d'impôt recherche. Christine Lagarde qui a rappelé son attachement à la stabilité de ce dispositif. Les hôpitaux, depuis plusieurs mois en Essonne, les salariés se mobilisent contre le projet de réorganisation de la PHP, l'assistance publique des hôpitaux de Paris, projet qui a été adopté hier par le conseil de surveillance. Des élus de Viry-Châtillon qui protestent contre les expulsions de Rome. Simone Mathieu, entre autres maire de la ville, exige leur arrêt de ces expulsions et la réunion en urgence d'une table ronde. Un coup de projecteur enfin sur le port d'Évry qui fonctionne extrêmement bien malgré un manque de communication, on peut le dire. Source de développement économique, il faut l'utiliser au mieux, c'est ce qu'explique en tout cas Gérard Huot, le président de la Chambre de commerce et d'industrie. Voilà, petit commentaire sur l'actu, quelque chose qui vous a intéressé?
Même vous, messieurs, vous pouvez dire... Ah, écoutez, c'est intéressant, mais venez chez nous. Oui, d'accord. Écoutez, on va venir avec Christine Lagarde, voilà, si vous voulez, et Simone Mathieu. Allez, bien. Voilà. Juste la table ronde sur les Roms, Voilà. ça fait longtemps qu'ils la demandent et ils ne l'ont toujours pas eu. Alors, hein, j'en entends parler déjà depuis un an. Hein. Enfin, là, c'est une exigence de table ronde, mais auprès du préfet, le préfet qui applique la loi. Alors, Oui. bon, on peut tourner en rond. Oui, mais enfin, est-ce qu'il faut... Autour d'une table ronde, comme vous dites. Non, c'est vrai. Pas Bon, grave. enfin bon. Et puis il y a les hôpitaux aussi, mais on en reparlera évidemment avec bon nombre de détails dans le journal. Eh bien, nous allons à présent demander à Keltoum de nous parler Du musée Paul Delouvrier d'un musée qui est pas mal. Oui, qui est situé donc à Évry. Et en fait, le petit souci, ils ont une très belle collection, ils ont des expositions permanentes, ils vont recevoir pas mal d'artistes durant l'année, en cette fin d'année 2010 et 2011. Et le petit problème, c'est qu'il y a très peu de fréquentation en fait, et que voilà, ils sont obligés d'attendre des événements type les Journées du patrimoine pour avoir du monde. Donc, on va se rendre assez régulièrement au musée Paul Delouvrier pour décortiquer une œuvre, une sculpture, et pour découvrir un artiste ou une artiste. Et là, en l'occurrence, c'est le président du musée Paul Delouvrier, Philippe Desgaret, qui nous parle de l'artiste, de deux peintures de l'artiste Ramsa. Bonjour Philippe. Alors, un petit mot sur ce lieu. Où sommes-nous exactement? Alors, nous sommes dans le musée Paul Delouvrier. Ce musée a été créé dans l'enceinte de la cathédrale en 2007. Dans des locaux qui se prêtaient à une exposition à la fois d'œuvres anciennes, d'art sacré français, d'art sacré éthiopien, de différentes collections, et également d'art contemporain. Car nous tenons à accueillir les artistes qui créent aujourd'hui des œuvres dans différents domaines. Et je vais vous montrer en particulier des photographies. Et c'est un thème qui nous intéresse et que nous avons envie de promouvoir, nous aussi. Nous avons ici deux œuvres d'une artiste qui a commencé par la peinture abstraite, et qui s'est orientée ensuite vers la photo d'art. Elle s'appelle Ramsa. Elle est née à Lyon, elle a exposé dans de nombreux musées, dans de nombreuses galeries. Nous sommes ici devant une photographie réalisée au Brésil par Ramsa, qui symbolise à la fois le rouge, c'est à la fois le symbole du tapis rouge qui est déployé devant les puissants, et en même temps le sang des pauvres. Et vous voyez que les pieds de ces enfants expriment la pauvreté, et leur seule richesse, c'est ça, c'est la couleur de ce sol qui, dans sa pauvreté, dans son dépouillement, est pour eux peut-être la seule richesse. Ici, nous sommes devant le thème de la main. Vous voyez cette main qui est marquée par le travail, par peut-être la souffrance, mais qui est posée sur cette robe absolument magnifique, parce que ces personnes pauvres savent aussi faire la fête, et pour ces circonstances-là, s'habiller avec des tissus précieux. Et c'est ce merveilleux contraste que la photographe Ramsa a voulu nous présenter. Alors, le musée Paul Delouvrier qui accueillera d'autres œuvres de l'artiste Ramsa, ça se passera en novembre 2010. Sachez que le musée est ouvert le vendredi de 14h à 17h30, le week-end, samedi et dimanche de 14h à 18h, et qu'il y a un site internet, le www.museepauldelouvrier.fr, et donc vous pouvez vous y rendre pour les Journées du patrimoine, et même après, c'est dans pas longtemps, toute l'année. Oui, c'est dans pas longtemps, c'est ce week-end, et même après, enfin toute l'année. C'est ouvert. Et Ramsa, décidément, on va beaucoup parler de vous, Lionel, parce que c'est égyptien, ça, non ? Ramsa, ça veut dire la main de Dieu qui protège en arabe, d'après ce que je me suis laissé dire. Et c'est une artiste qui a un énorme respect de l'eau, de l'environnement et de la planète. D'accord. Voilà. Alors je ne sais pas quel mobilier elle aura chez elle. Et je ne sais pas quel est le mobilier que vous avez chez vous, d'ailleurs. Vous saurez pas, vous avez du plastique. Qu'est-ce que vous avez non. Du plastique, du bois, du métal, du de l'Ikeo, du démontable. Non, il y a aussi évidemment les meubles en carton. On en parlera dans un instant, des meubles en carton. Ah bon? Ah oui, d'accord. Ah ben je sais pas, lui, non, ça. Dans un instant, de vos meubles en carton qui doivent être bizarres. Non, ben voilà. Merci, bah écoutez, oui. Non, je sais pas, j'étais lancé, là, je me suis dit, il veut vendre quelque chose. C'est pas c'est que depuis le début, mais oui, à chaque fois qu'on intervient, les meubles en carton. Bon, vous savez que
dans la rue, tous ceux qui le désirent ont la possibilité d'interpeller une équipe de Téléson pour un coup de cœur, un coup de gueule. Alors hier, il y avait un monsieur relativement âgé qui s'empêtrait dans son mobile et qui ne savait pas s'en servir. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus sérieux avec la dame qui va suivre. Un mec, au début, tout beau, tout rose, etc. Et en fait, c'était une personne qui n'avait pas de papier. Et en fait, la personne était mariée avec moi juste pour les papiers. Et une fois qu'elle les a eus, elle a obtenu une carte de 10 ans. Elle m'a acheté dehors, comme une chienne, et depuis, j'ai que des problèmes. Je trouve ça dégueulasse, parce que ça se fait pas. Encore, il m'aurait dit la vérité. Parce que moi, je n'étais même pas au courant. Ça serait peut-être pas passé comme ça, etc. Moi, je suis pas contre les gens, par exemple, je suis pas raciste, etc., etc. Les gens, ils ont le droit d'avoir des papiers, ils ont le droit de travailler, mais normalement. Pas de faire des magouilles comme ça, toutes bizarres. Alors évidemment, on a coupé l'interview, mais cette personne a été extrêmement longtemps en dépression. Giuseppe. Oui, Patrice. Coucou. Vous avez deux invités aujourd'hui dans des domaines extrêmement différents. Vous allez débuter en compagnie de Sophie Monéron pour parler de l'Académie des Arts Urbains, puisque la nouvelle promo 2011 s'est mise en place à Courcouronnes. À Courcouronnes, exactement. Alors j'ai invité donc Sophie pour parler justement. Elle est chargée d'émission à l'Académie des Arts Urbains. On va rappeler juste avec elle donc le principe de l'Académie des Arts Urbains. C'est un principe tout à fait nouveau et complètement innovateur. C'est le premier centre de formation pour les artistes à but non lucratif. Donc une école où chacun peut s'inscrire, passer des auditions et être formé au chant, à la danse, au théâtre et aux arts du spectacle dans tous leurs aspects. Alors il y a une équipe pédagogique vachement performante qui est là-bas. Et puis il y a aussi une association qui s'appelle Avenir Jeunes Talents. Alors c'est quoi cette association en fait? L'association Avenir Jeunes Talents est l'association qui a monté le projet depuis le départ, qui l'a soutenu et qui aujourd'hui organise les cours et met en place les séances de travail, recrute les professeurs et assure la bonne santé de l'école. Alors, moi j'étais donc à l'inauguration, c'était en avril dernier donc à Courcouronnes. Je vous propose maintenant de regarder un extrait du reportage et c'était la marraine Patricia Cass là-bas aussi. On regarde. C'est pas maman. Échauffement vocal et échauffement musculaire obligatoire dans la salle Claude Nougaro à Courcouronnes se prépare pour le spectacle d'inauguration de l'Académie des Arts Urbains. Un spectacle en présence de Patricia Cass, marraine de la promotion. Rencontre avec une sélection d'élèves sur les notes de leur passage sur scène. Mais tout de suite, place aux allocutions. Extrait. Puisque l'idée de l'Académie des Arts Urbains, au-delà de la formation à jeunes artistes, c'est de participer à la vie culturelle de la ville et à son animation sociale. C'est ce que nous faisons aujourd'hui et j'en suis très fier et je remercie la ville pour ce partenariat privilégié. C'est bien de savoir qu'il y a des écoles qui vous encouragent et qui justement pour tous ces gens qui sont autour de moi peuvent comprendre que oui, c'est un métier dans lequel bien sûr il faut du talent et de la chance sûrement aussi, mais il faut de la discipline, il faut bosser. On a encore en matière d'organisation des progrès à faire pour la saison prochaine, notamment peut-être un lieu un petit peu plus central, Mathurine aux fermes du Bois-Briard, qui devienne véritablement une école. Peut-être aussi, à l'appui de son nom, Académie des Arts Urbains, élargir aussi le spectre des formations, parce qu'on est ici sur un territoire d'art urbain. Lorsqu'on m'a proposé de m'occuper de la pédagogie de cette école, il n'y a qu'une seule chose qui a retenu mon attention, c'est que, en étant directeur de casting, je voyais beaucoup d'artistes payer des sommes extravagantes dans beaucoup d'écoles en France, et pour très peu de résultats. Donc à partir du moment où on m'a dit que c'était un coût universitaire, il m'a fallu 1 minute pour dire oui. Oui,
donc Sophie, quelles sont les disciplines là, pour cette année? Est-ce qu'il y a des nouveautés On a gardé à peu près le même cursus, c'est-à-dire beaucoup de chant, beaucoup de techniques vocales, de l'écriture, du solfège, et on a rajouté des enseignements mineurs qui vont avoir lieu de manière aléatoire dans l'année. Donc les élèves auront au choix du théâtre, de la danse, du management, etc. Alors l'actualité, ce sont les auditions. Qu'est-ce qui se passe à Courcouronnes? Eh ben, à partir de maintenant, tout le monde peut s'inscrire jusqu'au 28 et au 29 septembre prochain, date de nos auditions de rentrée. Mais comment ça se passe? Tout le monde peut s'inscrire. Alors on s'inscrit et puis hop, on est intégré. Voilà, vous êtes inscrit, donc vous avez le droit de passer les auditions, de venir pousser la chansonnette et. Si vous voulez chanter quelque chose, allez Martine. Non, est-ce que je voulais dire, est-ce qu'il y a une limite d'âge Pas du tout. On estime que c'est bien que les gens soient majeurs parce que bon, on souhaite privilégier, laisser les gens faire le choix de leurs études, mais voilà, à partir de 18 ans, disons que tout le monde peut participer sans limite d'âge. L'année dernière, on avait par exemple quelqu'un qui avait aux alentours de 55 ans, je crois. Donc voilà, quand c'est sa passion, il n'y a pas de limite d'âge. Ouf, on peut y aller, Martine. Donc le lieu, c'est toujours la salle Claude Nougaro. Voilà, la salle Claude Nougaro qui nous accueille pour les spectacles. Et puis pour les cours, le centre municipal Brel-Brassens de la ville de Courcouronnes. Alors, il y a un choix sur le marraine ou le parrain de cette session? Eh bien, écoutez, Patricia Cass a laissé entendre qu'elle souhaitait renouveler sa collaboration, donc on va garder notre chère marraine cette année encore. Voilà. Ça doit être un bon cachet, en fait. Non. Tout de suite. Ah, elle l'a dit elle-même, c'est une belle école, c'est un beau projet. Bon, si vous voyez... Bon, si vous voyez quelqu'un qui se dit journaliste, avec des lunettes, gentil. Avec les cheveux tout blancs? Non, pas avec les cheveux blancs, mais qui essaye de placer des valises en carton comme Linda de Souza, ou mieux, des meubles, table de cuisine, canapé, en carton. Tout à fait. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Deuxième question. Giuseppe Baggio n'a pas essayé quand même de s'intégrer au casting? Non, pas encore. Pas encore. Très bien. Merci Sophie. Et de toute façon, on refera des reportages parce que je sais qu'il y a pas mal de téléspectateurs qui sont extrêmement intéressés par cette académie. Lionel, allez, recyclez-vous. Non, c'est terminé. C'est trop tard. Il va bouder. Allez, des canapés. Je suis triste. Oui, alors donc je vous parlais de meubles en carton. Effectivement, depuis quelques années, on entend souvent en parler. C'est le créneau justement qu'avait choisi une entreprise de Lys, donc une entreprise lissoise qui s'appelle Assistance Event, qui a choisi donc de dispenser et de promener ces meubles en carton dans différents lieux événementiels en fait, pour faire des stands, tout simplement. Proposer cette idée-là. Et je crois même que nous les avons vus au parc de l'événement. Ah, c'est vrai, c'est possible, tout à fait. Alors je sais qu'ils seront aussi au mondial de l'auto, donc ça doit être dans pas longtemps. Il me semble, l'automobile. C'est octobre. Ouais, c'est ça. Donc ils y seront aussi sur plusieurs stands. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça correspond dans leur entrepôt à Lys. C'est parti. Voici le petit entrepôt d'Assistance Event, une toute jeune entreprise qui surfe la vague du développement durable grâce à une idée novatrice. Elle loue aux organisateurs d'événements et de salons du mobilier et des stands écologiques. Des tables, des chaises, des cloisons, tout cela en carton recyclé et recyclable. Un concept étonnant et astucieux. Bon, ça va du tabouret haut à la petite table basse, aux meubles de rangement. Ah, tout est en carton là. Tout est en carton, tout est démontable. C'est emboîté. On a des tables qui sont attachées simplement avec un crayon. Grande question, combien faut-il de temps à Jean-Luc pour monter sa chaise en carton? 16 secondes. Oui, ça va, tout le monde peut le faire avec un peu d'entraînement. C'est facile, c'est léger, c'est écolo et résistant. Voilà, ça c'est une chaise qui supporte au minimum 150 kg. Ces meubles sont un extraordinaire moyen de communication qui pique à coup sûr notre curiosité. C'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher d'y toucher. Un exposant qui utilise le carton pour communiquer, eh bien c'est un exposant qui a tout compris. Parce que dans une expo faite en carton, avec des meubles en carton et des fils naturels, il y a
pas un visiteur qui ne rentre pas touché. Ils sont attirés par la nouveauté, ils sont attirés par la légèreté. Et le développement durable n'est pas le seul credo de l'entreprise. En effet, cette coopérative est aussi porteuse d'un projet social. Grâce à leur poste en insertion, 6 personnes ont déjà pu renouer avec le monde du travail depuis 2008. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Grosses applications, ouais. Hein, donc. On pourrait peut-être faire un plateau en carton l'année prochaine. Je sais pas. Il faudra voir avec Julien, notre réalisateur, s'il est d'accord ou pas. Je pense qu'il sera sûrement d'accord. Je ne sais pas s'il sera d'accord. Je sais pas. En tout cas, ça marche bien, ça fonctionne bien. Oui, ça marche bien. Ah, bon, là, on en a vu des brutes. C'est vrai que les entreprises sont souvent attirées par ce genre de produit parce que ça leur permet d'attirer sur les salons facilement les gens vers elles, quoi, parce que les gens sont déjà un petit peu séduits par le mobilier, donc ils arrivent et puis ils s'assiedent, ils veulent tester, et puis après hop, ils prennent 2-3 prospectus et c'est parti, quoi. Hop, on repart du salon avec 3 abonnements, 5 voitures, et voilà, quoi. Et un téléphérique. Et un téléphérique. Martine, en 92, vous n'étiez pas né, mais vous avez entendu parler de ce téléphérique. Alors en fait, c'est un projet de téléphérique urbain imaginé par un cabinet d'architectes à Orsay. Et c'est un reportage qu'on a donc fait en 92. Alors on voit l'urbaniste qui nous parle justement de ce projet. On va regarder. En région parisienne, pour se déplacer d'une banlieue à une autre, là où le train et le métro ne vont pas, il faut se lever de bonne heure. Entre le rail et l'autobus, ingénieurs et urbanistes cherchent depuis longtemps un nouveau système de transport en commun interurbain. Dans les années 60, Jean Bertin invente l'aérotrain, un véhicule glissant sur des coussins d'air le long d'un viaduc à 5 mètres du sol. L'engin est expérimenté à Gometz en Essonne, puis à Chevilly, près d'Orléans. Une première liaison était prévue entre Cergy-Pontoise et La Défense, mais le projet est totalement abandonné en 1974. Dans les années 80, Matra lance le VAL, un système de transport automatique. Il fonctionne à Lille depuis 1983, mais en région parisienne, l'Orlyval, trop cher, est au bord de la faillite 1 an après sa mise en service. Dans les années 2000, c'est peut-être en téléphérique que nous voyagerons pour nous rendre sur notre lieu de travail ou à l'université. Un téléphérique urbain baptisé le TRAS, Transport Régional Aérien sur site économique. Le TRAS, c'est tout simplement un téléphérique horizontal. Donc on n'a rien inventé, on a simplement eu le culot de dire il faut le mettre dans les villes, il faut le mettre dans les sites où il n'y a plus de place pour faire autre chose, et puis offrir un service public adéquat et qui fasse marrer les gens. Parce qu'actuellement le transport en commun, ça ne nous fait pas marrer. C'est entre le bus et le métro. Ça complète le métro, c'est-à-dire que ça vient chercher les gens près de chez eux, et ça amène donc les personnes sur les gares de ce qu'on appelle de transport lourd. Le RER, le train, le TGV, les avions. Alors, en fait, juste on va faire une petite rétrospective des téléphériques qui existent actuellement dans le monde. New York, Barcelone, Lisbonne, Cologne, Taipei, et la dernière réalisation en date, c'est Medellín en Colombie. Et en France, il y a des projets de téléphériques aériens. Ouais, bien sûr. Et on en parle de plus en plus, justement, de ces modes de transport qui, apparemment, selon leurs ardents défenseurs, seraient beaucoup plus économiques. Construit en moins de temps, en 1 an, c'est possible de construire une ligne. Faible consommation en énergie, 50 fois moins d'énergie qu'un bus, et moins cher, 5 fois moins cher que le tramway au sol, 5 à 7 millions d'euros le kilomètre. Ça coûte cher, bien sûr. On a l'impression d'être un touriste. Et il existe, oui, tout à fait, oui, c'est vrai. Bon, alors maintenant, après, les désavantages, obligatoirement, c'est la pollution visuelle. Effectivement, des trucs qui, au-dessus d'une ville, qui se baladent au-dessus de nos têtes. Bon, peut-être, voilà, enfin, je sais pas, c'est pas plus moche, peut-être qu'un... Ouais, voilà, exactement. Alors, il y a aussi des projets, donc, en France, un télécabine d'Annecy, Nantes, on parle de Nantes, mais il y a aussi un projet de Jean Nouvel pour l'aménagement de l'île Séguin. À Paris. Voilà, à Boulogne. Voilà, exactement.
D'accord, merci Martine, on se retrouvera en 2022 dans le périphérique. Dans le téléphérique, pardon. Télécabine, merci. Voilà, liaison par câble, on appelle ça aussi. Merci Martine. Le retour d'Amélie Patéron avec le retour également d'un module qui avant les vacances scolaires avait extrêmement bien fonctionné. On a beaucoup d'avis, des jeunes gens, des collégiens, des pyramides à Évry qui pendant des mois et des mois ont commenté à leur manière l'actualité. Et il y avait effectivement Laurent Savario qui assurait les reportages. Vous avez pris la suite et là vous vous êtes dit bon bah allez, je vais quand même faire mieux. Alors je vais quitter les pyramides puis je vais aller ailleurs. Ouais, pardon, oui. Évidemment, on entend des collégiens là, pas mal. Donc cette année, on a commencé cette semaine, on part au collège de Vigneux-sur-Seine, collège Paul Éluard. Donc on a contacté tout simplement le chef d'établissement qui était très motivé par le projet, qui connaissait l'Actu Jeune quand on le faisait à Évry. Donc on a commencé cette semaine. Le premier qu'on va regarder, c'est Jean-Philippe. Il a 14 ans, ils sont tous en 4e B. En fait, c'est une classe spéciale créée par l'établissement, une 4e information-communication, parce que c'est que des jeunes qui ont des petits soucis de communication avec l'extérieur, qui ont des résultats un peu moyens, et donc ils sont que 19 dans la classe. Donc c'est ces élèves-là qu'on va voir tout le long de l'année, et on commence avec Jean-Philippe. Donc. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'incident qui s'est passé à Beauvais. Alors c'est quoi cet incident? Raconte-moi. C'est deux policiers qui faisaient leur patrouille normalement, tranquillement. Et on les a appelés pour une histoire de jeu de ballon qui était trop bruyant. Et ça s'est fini comment? Et il y avait un jeune que la police a interpellé et il a dû montrer vos papiers. Et le jeune homme a mal appris ça. Et ensuite il a pris sa voiture, il a démarré sa voiture, il a foncé sur les deux policiers. Et il s'est passé quoi alors pour les policiers? Les policiers se sont blessés grièvement et ils ont fallu aller à l'hôpital. Un il est en sortie et l'autre il est encore à l'hôpital actuellement. Les jeunes ils ont été retrouvés, ça s'est fini comment? Le jeune qui a écrasé les policiers, il a été placé en garde à vue. Le deuxième il a réussi à s'enfuir. Tu penses quoi de cette réaction des deux jeunes? Moi je trouve que c'est plutôt excessif parce qu'ils n'auraient pas dû faire ça, ils auraient dû parlementer, coopérer avec les policiers. Le fait qu'en plus ce soit des policiers, c'est encore plus grave? Raconte-moi ton position. Pour moi c'est encore plus grave. Ils auraient dû parlementer comme je disais et au lieu de l'écraser, il aurait pu donner ses papiers. Pour toi, ils avaient quelque chose à cacher? Pourquoi ils sont partis comme ça, si brutalement? J'en sais rien s'ils avaient quelque chose à cacher. Et même s'ils avaient quelque chose à cacher, ils n'auraient pas dû faire cet acte. Les jeunes ils doivent rester calmes quand les policiers les interpellent. Bah, ils sont bien ces petits. Ouais, franchement, on a été super étonnés parce que c'était une première pour eux. Première fois qu'ils parlaient devant la caméra, première fois qu'ils nous rencontraient. Le dispositif, ils ne le connaissaient pas. Et franchement, ils sont très très bien. On verra tout au long de l'année. Et demain? Oui, demain, tous les jours. Un autre collégien de Paul Éluard à Vigneux-sur-Seine. Merci. Giuseppe, on ne chôme pas aujourd'hui puisque vous allez à présent nous parler de jeunes filles qui se sont essayées au mannequinat. Exactement. Alors, j'ai réalisé un reportage autour de la 27e édition du casting organisé par organisé par l'agence Elite. Le casting s'appelle Elite Model Look. Et donc, ça se passait donc au Carrousel du Louvre. Je vous propose de regarder le reportage et ensuite on va parler de notre invitée Lala Silia, exonienne, qui a participé à ce casting. On regarde. Le jury d'élite a convoqué 72 candidates pour un défilé au Carrousel du Louvre le 30 août dernier. Lala, 16 ans, est récalée. Lisa, elle n'est pas assez motivée. C'est pas forcément mon rêve. Les deux candidates essoniennes ont été éliminées du 27e concours Elite Model Look. Lala et Lisa ont été choisies parmi 10 000 filles à travers la France. C'est déjà une réussite, comme aime le rappeler Victoria da Silva, la directrice du concours. En tous les cas, si elles n'ont pas embrassé cette carrière de mannequin, ont un souvenir impérissable de l'aventure du Elite Model Look. Et c'est ça qui m'importe. Des
ces 72 candidates, 30 ont passé le premier round et seulement 10 d'entre elles participeront à la finale qui aura lieu le 23 septembre à Paris. La question que je voulais vous poser, Jimmy, qui vient à l'esprit, c'est pourquoi ne m'avez-vous pas invité à cette soirée? Ah, parce que vous étiez très occupé pour le JT ce jour-là. Donc, bien dommage. Le journal télévisé vous prend beaucoup de temps. C'est bien dommage, c'était un régal des yeux. Une fois de plus, vous êtes bien amusé. Hein? Absolument. Alors, vous avez une très jeune fille, très ravissante créature devant vous, une jeune fille et Sonienne. Ravissante, Lala, elle a 16 ans, à 1m82. Alors, quels sont les beaux souvenirs donc, de cette journée au Carrousel du Louvre, Lala? Les bons souvenirs, déjà, c'est déjà d'avoir réussi à arriver jusque-là. Et puis, après, il y a eu de mauvais souvenirs, mais bon. Et les mauvais souvenirs, justement? Ça a été quand ils ont annoncé les finalistes, après. Enfin, sur le coup, ça fait mal, mais après, ça passe. Mais il y a toujours quelque chose, il y a toujours, même si des fois on n'est pas recruté, il y a toujours des gens qui vous repèrent. Donc est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui vous a repéré? Est-ce qu'on vous a vous demander? Pas pour l'instant. Non. Et vous aimeriez continuer? Oui. Quand on a été sélectionné parmi 1550 candidates, on va pas s'arrêter là, c'est normal. Hein? Non, mais ça peut. Non, bien sûr. Voilà. Parmi 10 000, non, c'est pas ça? C'était pas parmi 10 000? Non, régional. Ah oui, d'accord. Oui, enfin, 10 000 en toute la France, 550 sur l'île de France, en fait. Voilà. Et alors, donc, évidemment, l'année prochaine, vous allez recommencer. Oui. Et en attendant, qu'est-ce que vous faites de beau? En attendant, je vais à l'école. Et ça se passe comment au lycée? Ça va, ça se passe bien. Et le lycée, on peut le citer? Lycée Geoffroy Saint-Hilaire à Étampes. Donc, les copains, les copines sont contents de vous? Oui. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit, allez, je veux devenir mannequin? Parce que ça pourrait être, je veux devenir actrice. Ça peut venir après, moi, mannequin, actrice, c'est bon. Mais je veux devenir actrice, ou je veux devenir chanteuse, ou bon, déjà. Femme de président. Oui. Il faut de toute façon ne pas avoir peur et des projecteurs et du public. C'est pas facile quand on est adolescente et puis d'un seul coup de penser qu'on va être devant des centaines de personnes et puis des milliers ou des millions d'yeux. Comment ça se passe dans votre tête là? Vous faites abstraction de tout ça ou alors vous avez une maman ou des sœurs qui se sont essayées? Non, il n'y a personne dans la famille qui s'y est mis. Mais je sais pas comment dire ça. C'était compliqué de défiler devant toutes ces filles. Là, en plus, il y avait une vraie concurrence. Est-ce que c'était compliqué? Non, pas tellement. Non. Il y avait un esprit de compétition? Un petit peu, oui. Elle a la chance, quoi. Oh, oui. pardon. Elle est mitraillée par les questions. Ils sont très, très ouverts d'esprit, ils sont très contents et c'est les premières supporters donc, de son talent. Quoi. Comment ça s'est passé, par exemple, le premier jour où justement tu as fait part à tes parents que tu voulais devenir mannequin? Ils ont réagi comment? La première fois, ils n'étaient pas d'accord. Pas une gifle. Non. Ils avaient un peu peur. Et puis après, par la suite, ils se sont laissés aller et puis ils m'ont laissé. Ça a mis du temps? Ça a mis du temps justement avant qu'ils soient pour les convaincre? À peu près, oui. Non mais je pense que vous avez été quand même poussé par les copines, poussé par des gens. Expliquez-nous ça. Et puis il a fallu faire un book. Non, le book, non, j'en ai pas fait. Jamais? Pas de photos présentées d'abord? Non. Comme ça se pratique normalement? Non, même pas. C'est vrai. La première photo avait été faite donc, au Carrousel du Louvre, finalement. Voilà. Alors, l'angoisse pour vous principale, c'était des chaussures à talons, c'est ça? Oui. Quand vous êtes en train de passer des baskets aux chaussures à talons, ça se passe comment? C'était un peu bizarre quand même. Parce que vous prenez quand même quelques centimètres. Et puis... Déjà, vous êtes assez grand. J'ai vu ça tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on vous a demandé alors durant ce concours? Qu'est-ce qu'on vous demandait concrètement? Qu'est-ce que vous faisiez comme, je sais pas défiler, je sais pas, qu'est-ce que vous deviez faire? Défiler. Puis on a posé pour quelques photos. Mais vous avez toujours défilé de la même manière ou alors on vous disait descendez des marches? Non, pas du tout. Pas du tout, juste présentez-vous comme ça. Oui, on a défilé. Bon, évidemment, là, il ne peut pas y avoir beaucoup de compétition et plutôt une bonne camaraderie avec toutes les copines. Hein? Oui. Et vous êtes des copines d'ailleurs, de toute façon. Oui, deux. Bon, vous remettez ça, si je puis dire? Oui, l'année prochaine. Si on vous demande comme ça, quel est votre mannequin préféré? Tyra Banks.
Voilà. C'est l'animatrice d'une émission aux États-Unis, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Et Adriana Carambeau. Adriana Carambeau. Évidemment, elle mesure 2m12 comme vous. Bon. Écoutez, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? La même carrière qu'à Libéry, peut-être, en mannequin et puis comédienne après. C'est pas mal. Et comédienne. Alors non, juste pour dire que le 23 septembre donc, aura lieu la finale France, et puis il y aura une candidate qui va partir en Chine pour participer au concours international. Voilà. Bon. Merci, je peux m'excuser auprès de Philippe Bello parce que son énigme n'est pas passée aujourd'hui, mon cher Philippe. Il y aura 2 énigmes qui passeront demain dans cette émission. On a des choses à vous dire. J'espère qu'elle vous a plu aujourd'hui. Il y avait une foison d'invités. Merci de votre participation en regardant la télé. À bientôt.